Il est ingénieur en agriculture et docteur en sciences animales. Depuis 26 ans, il est aussi paysan éleveur de bovins, ovins, caprins et ânes, et aussi éleveur sélectionneur de chiens de protection et de bulldogs français ancien type en Haute-Garonne, plus précisément à Lille en Dodon. C'est Mathieu Moriès que nous accueillons aujourd'hui. Bonjour et bienvenue Mathieu. Merci Audrey. Alors, quelques jours après la mise en ligne de ma vidéoconférence sur les principaux patrons moteurs présents chez le chien domestique, vous m'avez écrit pour exprimer votre intérêt quant à son contenu. Alors, je me suis dit que ce serait chouette de vous avoir un petit peu avec nous pour recueillir votre retour sur cette partie spécifique des patrons moteurs de protection et d'en faire profiter ma communauté. Donc, je rappelle que cette vidéoconférence traite des patrons moteurs présents, les plus présents chez le chien domestique. Elle permet de comprendre ce que sont les patrons moteurs et comment les satisfaire. Surtout, c'est la question que se pose la plupart des particuliers. Elle consacre donc une partie importante à la protection. Je suis moi-même très concernée de par mon métier par la protection parce que j'y suis confrontée régulièrement dans mon quotidien professionnel et je constate qu'elle est très mal comprise par une grande majorité des familles adoptantes, mais aussi par une majorité aussi de professionnels. Alors, Mathieu Moriès, pourquoi cette vidéoconférence sur les patrons moteurs d'abord a-t-elle suscité votre intérêt ? Alors, cette vidéoconférence que j'ai énormément appréciée, en fait, sur les patrons moteurs, apporte un éclairage nouveau sur les comportements des chiens de protection, puisque c'est de deux qu'on va parler aujourd'hui, particulièrement ceux qui sont devenus des chiens de compagnie, car elle permet de mieux comprendre leurs besoins et de répondre à ces besoins. Le chien de protection, c'est pour moi un sujet qui est très sensible. Et je vais commencer par vous livrer une petite histoire. Il y a une vingtaine d'années, alors que j'étais vraiment tout à fait débutant dans le domaine des chiens de protection, que honnêtement, je n'y connaissais pas grand-chose, j'ai placé un chiot dans une famille, on va dire une famille absolument en or, avec une grande maison, un grand jardin, des gens qui étaient très attentionnés par rapport à leurs chiens. Et il se trouve que ces personnes-là qui habitaient assez loin de chez moi, quelques années plus tard, sont passées dans la région et m'ont proposé de venir me montrer leur chien. Et donc, ce chien est arrivé avec sa famille sur ma ferme. Ils avaient un immense camping-car, super bien aménagé, très confortable et tout. Et donc, ils commencent à sortir le chien en laisse et tout. Et immédiatement, quand j'ai vu ce chien, tout de suite, j'ai vu qu'il reconnaissait le lieu, il reconnaissait la ferme. Autant d'années après, c'est possible. Oui, plusieurs années après, oui. Et il reconnaissait ma voix. Et donc, on a échangé avec les propriétaires, qui étaient très contents de leur chien. Et voilà, et un quart d'heure plus tard, donc c'était le moment de repartir, quoi. Et pendant le temps de la discussion, moi, j'observais mon chien. Ce qui m'a vraiment interloqué, c'est qu'à un moment donné, on était en train de parler, je voyais bien qu'il sentait les odeurs, qu'il entendait les autres chiens qui aboyaient de la meute, quoi. Et j'ai vu son regard s'est illuminé, en fait, mais vraiment, son regard s'est illuminé et c'est l'appel de la génétique. oui, il a été captivé, en fait. Il a été captivé et arrive le moment du départ. Donc, il était toujours en laisse. Donc, les propriétaires le tirent pour le ramener dans le camping-car. Et là, il a eu un petit moment il a freiné, en fait. Mais c'est passé quasiment inaperçu, quoi. C'est vraiment, les chiens de protection sont remplis de subtilité. Il faut vraiment les pratiquer pendant des années et des années pour observer ces petits signes. Et donc, il a freiné un petit peu. Il a freiné un petit peu et dans ce freinage, il m'a dit « je veux rester ici ». Alors qu'il était vraiment comme un coq en pâte, quoi. Et bon, c'était sa famille. Il a répondu au tiret de la laisse. Hop, il est reparti. Mais en repartant, il m'a regardé dans les yeux et son regard s'est éteint. Et ça m'a profondément bouleversé, ça m'a choqué. Et depuis ce temps-là, je suis vraiment très, très précautionneux, en fait, quand je place un chien en famille, de façon que tous ses besoins soient couverts, quoi. Alors, on va en parler justement parce que vous placez également, bien plus rarement, vos chiens chez des familles. Mais alors, avant cela, donc vous parliez justement des particuliers. Dans cette problématique de protection, il faut quand même rappeler qu'il y a deux types de chiens à distinguer. Les chiens de protection issus de races de protection sélectionnées pour le travail à la protection, c'est ce que vous faites, et les chiens, quelle que soit leur race, qui ont en eux des patrons moteurs de protection sans avoir été sélectionnés
pour ça. Alors, très largement, vraiment très largement, pour ces deux types de chiens-là, en quoi connaître le phénomène des patrons moteurs est-il nécessaire? Alors, connaître ce phénomène des patrons moteurs, en fait, c'est comprendre son chien et lui permettre de satisfaire ses besoins en ayant les pratiques adéquates. Alors, le chien de protection, c'est un chien, bon, moi j'élève des montagnes des Pyrénées et des Kangals, c'est un chien qui protège simultanément. Alors, il faut comprendre en fait l'histoire du chien de protection pour savoir comment le gérer en tant que chien de compagnie. Donc, le chien de protection protège simultanément un troupeau, mais aussi un territoire, en fait, et il travaille en meute. C'est pas jamais les chiens qui travaillent tout seuls, ils travaillent en meute. Et c'est vraiment la meute de chien de protection, c'est le pendant de la meute de loups qui protège son territoire de chasse, en fait. Et l'un répond à l'autre. Et c'est des chiens qui sont très autonomes, en fait, qui, par sélection pastorale depuis des milliers d'années, en fait, on estime que l'arrivée des chiens de protection, elle remonte à peu près à 10 000 ans au moment où la domestication s'est produite et que le pastoralisme a commencé à se développer. Donc, c'est des chiens qui savent se répartir le travail. Il y en a certains qui vont rester au sein du troupeau. Il y en a qui vont être sur toute la périphérie du troupeau de façon à la fois marquer le territoire, pour dire que le territoire il est occupé par un canidé. C'est un message qui s'adresse aux grands prédateurs, aux ours, en fait. C'est un message qui est tout à fait compréhensible par ces espèces de prédatrices. Et donc, ils vont marquer le territoire et ils vont être en permanence en train de patrouiller autour du territoire pour repérer l'approche d'un prédateur et éventuellement le bloquer si celui-ci approche trop près du territoire. Et donc, ces chiens-là n'ont jamais été sélectionnés pour tuer les prédateurs. Ils sont sélectionnés pour faire barrage aux prédateurs, en fait. Donc, ils ne sont pas agressifs. Ils ne sont pas agressifs. Alors, on insiste donc ici, parce qu'on parle de patrons moteurs et donc de génétique, que ce comportement, ce besoin d'exprimer les comportements que vous venez de décrire sont génétiques. Ils sont inscrits dans l'ADN du chien, quelle que soit sa vie, quelle que soit son éducation. Et ce qui est important de comprendre, c'est que l'agressivité ne fait pas partie des qualités recherchées chez un chien de protection. Cette non-agressivité envers l'humain, elle est sélectionnée depuis des siècles. Ce qui veut dire que lorsqu'on a des problèmes chez les particuliers, on a des problèmes de morsure, ça veut dire que le chien, il a été mis sous une telle pression qu'à un moment donné, comme une cocotte minute, il va exploser parce que l'environnement ne lui convient pas, les pratiques des gens par rapport à lui ne lui conviennent pas, et il y a un moment où le pauvre chien, en fait, il va exploser, et il va mordre pour dire « stop, ça suffit, je n'en peux plus ». Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du caractère des chiens de protection? Qu'est-ce qui les distingue des autres chiens? Pourquoi plus que tous les autres chiens, ils ne doivent pas être dressés, hein? On entend souvent ça, que les chiens de protection ne se dressent pas, ni en coercitif, ni en positif, même si je pense que aucune race de chien ne se dresse. Peu importe, quel que soit quelle que soit la race, pourquoi, en tout cas, le chien de protection ne doit pas être éduqué dans l'obéissance? Quand vous dites ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les chiens de protection, qui ne sont pas des chiens de garde, on fait bien la différence entre protection et garde. Vous l'avez fait justement dans cette vidéoconférence sur les patrons moteurs. C'est des chiens qui protègent du vivant et qui ont des rapports d'affection entre eux au sein de la meute et également avec les animaux qu'ils protègent. Donc, ils se connaissent et ils se reconnaissent. Et donc, ces relations doivent être absolument préservées. En fait, on change même au sein des bergers, on ne va pas prendre un chien et le changer de l'eau comme ça du jour au lendemain, ça n'irait pas du tout, quoi. Et donc, dans le cadre de la famille, en fait, le chien va protéger la famille puisque c'est là qu'il y a des êtres vivants. Voilà. Les chiens de protection, donc ça c'est une particularité vraiment des chiens de protection qui protègent du vivant. Après, leur autre particularité, c'est que c'est des chiens qui sont très actifs pendant la nuit parce que c'est la période pendant laquelle les prédateurs concentrent leurs attaques. Donc, c'est pour ça que la plupart du temps, ils apparaissent très, très calmes pendant la journée. C'est simplement parce qu'ils se reposent de leur nuit de travail. Et donc, quand on les fait vivre chez des particuliers, on les oblige en fait à travailler à contre-temps de leur rythme naturel. Et c'est déjà, à la base, c'est déjà un problème en fait. Voilà. Donc, alors, voilà. Je voudrais aller plus loin. Lorsque donc, ces chiens sont prévus, sélectionnés depuis, c'est séculaire, pour être chez des bergers. Vous placez vos chiens chez des bergers
pour travailler à la protection de leurs troupeaux. Et plus rarement, je disais tout à l'heure, vous les placez chez des familles. Oui. Ce qui peut surprendre parce que du coup, sans travail. Donc, dans quel cadre consentez-vous à placer l'un de vos chiots, parce que je sais, pour connaître d'excellents éleveurs, ce que c'est pour un éleveur que de céder un trésor qui a certains éleveurs ont 10 ans, 20 ans, 30 ans de recul sur leur lignée. Ils sont bien conscients du travail fourni et de ce qu'ils cèdent. Vous cédez un chien de protection qui ne pourra pas travailler. Alors, comment vous faites pour que ça se passe bien et quels sont vos critères? Donc, lorsqu'ils vont partir à la compagnie, en fait, c'est lorsque les personnes sont capables de leur offrir un cadre de vie qui est compatible avec leurs besoins génétiques, au pluriel, les besoins génétiques. Voilà. Alors, quels sont ces besoins? Alors, j'ai beaucoup évolué dans mon placement des chiens pour la compagnie. Hein. Je suis de plus en plus restrictif, en fait, quand on voit le nombre d'abandons. De plus en plus restrictif. Oui, oui. D'accord. Quand on voit le nombre d'abandons de chiens, en fait, le chien de protection, c'est un chien qui, pendant 2 ans, va être un bébé, en fait. C'est un chiot pendant 2 ans. Et ce qui est très trompeur pour les particuliers, c'est que déjà, rien qu'à 6 mois, il a déjà l'aspect d'un chien adulte, en fait. Voilà. Et il demande à un chiot d'avoir un comportement de chien adulte, ce qui n'est pas légitime ni logique. Donc, c'est des chiens qui sont mal compris dès le départ, en fait, parce qu'ils sont très gros, mais ce sont encore des bébés jusqu'à l'âge de 2 ans. Et donc, le particulier qui va récupérer un chien, il va remplacer en fait le papa chien, la maman chien, la meute, et il va devenir le professeur du chiot, puisque le chiot apprend en imitant les adultes. Donc, il faut un cadre où la personne comprenne en fait ce rôle qu'il a à jouer. Et ce qui est vraiment essentiel, c'est qu'il établisse dès le départ des relations de confiance et de réciprocité avec le chiot. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est là que le bas blesse, en fait. La plupart du temps, en tout cas, c'est ce que je constate. Voilà, c'est là où il faut, en fait, éduquer le chiot et non pas le dresser. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas pire que d'emmener des chiens de protection dans les écoles du chiot ou dans les écoles de dressage, en fait. Parce que la croquette à la friandise. Ils ne sont pas du tout faits pour ça, en fait. Ils sont très intelligents, en fait. Ils sont très sensibles. Le problème, c'est qu'ils ont une telle force mentale, en fait, que pour voir leur sensibilité s'exprimer, il faut être vraiment très, très fin. Ce que je disais tout à l'heure dans ma petite histoire, c'est vraiment dans le regard. Il y a quelque chose qui s'allume et qui s'éteint. Quand on n'a pas l'habitude, on ne voit rien du tout, en fait. Et donc, cette sensibilité, ils ne l'expriment pas, mais ils la vivent fortement, quoi. Et donc, dès qu'on porte atteinte, en fait, à leur intégrité, tout de suite, c'est un problème. Et donc, la première chose, quand je vais placer un chiot dans une famille, la première chose que j'explique aux gens, c'est qu'il faut absolument respecter l'intégrité du chien. Oui, mais moi, je dis toujours, le chien de protection, c'est un cœur de velours dans une boîte de fer. Oui. C'est vrai, il faut pouvoir percer, avoir la finesse, comme vous disiez, et puis aussi l'instinct. Moi, je pense que certaines personnes instinctives y arriveront plus facilement que d'autres. Alors, on va vraiment rentrer dans le détail, plus précisément, sur les conseils que vous donnez précisément, parce qu'on nous regarde et c'est ça que les gens vont avoir envie de comprendre, c'est quels sont les conseils que vous donnez lorsque vous cédez un chiot de protection dans une famille. Par exemple, d'abord, du point de vue de la relation, qu'est-ce qui va s'avérer essentiel d'un point de vue de la sécurité affective? Alors, déjà, ce qui est très important, c'est respecter l'intégrité du chien. C'est des chiens qui sont absolument pas joueurs, sauf vraiment dans leur très très jeune âge, entre 2 et 3 mois. Mais après, c'est pour ça que c'est un des particuliers qui jouent avec un bâton, qui font tirer sur des cordes. Tout ça, c'est absolument pas utile et au contraire, ça va être négatif dans la relation qu'ils vont établir avec le chien parce qu'ils vont établir une espèce de concurrence qui n'a pas lieu d'être, quoi. Donc, c'est des chiens qui sont autonomes en fait, qui sont très calmes, qui sont très posés, donc ils n'ont pas besoin d'être stimulés ou surstimulés. Donc pas de caresses à tout bout de champ, pas de gamins donc ça choque. Quand on dit ça, ah oui. Ça choque les gens. Les gens ont envie de dire, mais qu'on n'est pas gentil de dire qu'il n'a pas. Alors, ça se situe ailleurs. C'est ce que les gens ont du mal à comprendre. Ça se situe à un niveau quasiment subliminal, on va dire, quoi. Ça se situe dans le regard,
Quand le matin, je rentre voir mes moutons, que les chiens, la meute de chiens est là, quoi. Bon, tous les montagnes des Pyrénées viennent me voir, ils viennent me dire bonjour, mais ça dure 30 secondes, je leur caresse un petit coup sur la tête et ils repartent et c'est fini pour la journée. Et les Kangals ne viennent même pas. Les Kangals restent couchés et c'est moi qui vais leur dire bonjour. Les Kangals ne se lèvent jamais pour venir me voir, quoi. C'est des chiens qui ont une grande autonomie. Et donc, il faut respecter cette intégrité, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un humain qui est sans arrêt collé dessus, quoi. Et il n'y a pas plus catastrophique que toutes ces vidéos qu'on voit dans les groupes où il y a des parents qui mettent un bébé nouveau-né carrément sur la montagne des Pyrénées pour montrer que le montagne, il est super gentil, qu'ils ont le plus beau chien du monde, ou ces gamins qui attrapent des montagnes par le cou, voilà, alors que le chien, il exprime rien qu'à sa tête, on voit que vraiment, il déteste ça, mais alors tout le monde dit, oh, mais comme il est mignon, comme c'est gentil, c'est abominable pour eux, quoi, de subir ça, quoi. Donc, il faut leur laisser de la distance, il faut leur laisser de l'intégrité, et notamment quand on a des chiots, en fait, il faut laisser les chiots venir à soi et pas sans arrêt aller vers le chiot. Oui, alors je précise que ça, il y a quand même beaucoup de choses que vous dites qui sont valables aussi pour les autres chiens. Oui, Concernant les enfants, le besoin de distance, le consentement. Alors, avec avec le Kangal, le montagne des Pyrénées, le Tatras, les chiens de protection générale, il y a aussi ce pouvoir du regard qui n'est pas suffisamment employé par les humains, par les gardiens et gardiennes. Nous, on fonctionne sur le tactile. Pour exprimer notre affection, on va d'abord utiliser les mains, le toucher. Et quand on dit que ce ne sont pas des chiens qui doivent être caressés à tout bout de champ, en effet, ça choque. Mais c'est parce que vous ne croyez pas que c'est parce que les personnes minimisent terriblement le pouvoir du regard, oui, de l'amour qui peut passer dans le regard quand on regarde son chien, de cet échange hormonal d'ocytocine, notamment dans le regard. Ils ne sont pas éduqués à ça, hein, les particuliers. Ils ne sont pas éduqués à comprendre ce genre de chien. Et autre chose qui est très importante, je leur explique que les étrangers à la famille, en fait, n'ont pas à toucher le chien, n'ont pas à aller vers le chien, parce qu'il y a des morsures quand c'est comme ça, parce que voilà, c'est le chien, il connaît sa famille, il connaît son clan. Tout ce qui est étranger à son clan est potentiellement un danger. Donc, il va s'interposer souvent quand on fait rentrer des inconnus dans le foyer. Et il faut absolument interdire aux étrangers de toucher un chien de protection quand il est dans sa famille, en fait. Ça n'a pas lieu d'être, quoi. Alors, en termes de socialité, du coup, vous avez un peu avancé, c'est très bien. C'était ma question suivante. En termes de socialité, d'abord avec les humains, ensuite avec les autres chiens, qu'est-ce que vous préconisez lorsque vous placez l'un de vos chiots chez des particuliers? D'abord avec les humains. Avec les humains, bon, je donne un protocole d'éducation spécifique pour les chiens de protection à la compagnie, donc avec des exercices qui sont des exercices très très basiques, d'ailleurs qui peuvent fonctionner avec tous les chiens, quoi. Mais il y en a un en particulier qui choque toujours les gens. Quand je leur dis, il faut apprendre à votre chiot à rester attaché à une chaîne de 3, 4 mètres de long. Donc ça apprend de façon progressive, hein, d'abord 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, voilà. Et quand le chiot est capable de rester attaché au bout d'une chaîne pendant 1 heure, sans broncher, tranquillement, couché par terre, et en attendant que les choses se passent, c'est quasiment acquis pour toute la vie, en fait. Et cet exercice, il est vraiment super important dans le cas des chiens de protection. Alors, à quoi il sert? Parce qu'en effet, de prime abord, c'est en effet nous qui sommes absolument contre tout ce qui est coercitif. Ça a l'air très coercitif. Alors, c'est un exercice, voilà, c'est un exercice, c'est pas une punition, c'est un exercice. Alors, le premier avantage, en fait, c'est que c'est utile pour les gens qui ont très très peu de contrôle sur leur chien, parce que ça donne une limite au chien de 3 mètres ou de 4 mètres, en fait. Ça donne une limite qu'il ne peut pas franchir. Parce que je vois les personnes avec les chiots qui disent non, 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 pendant une demi-heure, le chien n'a absolument rien à faire, ça ne fonctionne pas du tout. Là, il ne peut pas négocier avec la chaîne. Ça lui apprend déjà que la personne qui le met à la chaîne, il lui donne une limite, cette limite, il ne peut pas la dépasser. Voilà. Et alors, je précise que cette limite dont on parle avec le chien de protection, elle est fondamentale en termes de sécurité. Je le vois dans mon travail lorsqu'il y a notamment de l'agressivité envers les humains, c'est déjà un signe que le chien ne va pas bien. Le simple fait de poser des barrières, des infrastructures, de montrer une clôture, en fait, une limite, va à elle seule apaiser le chien parfois, parce qu'il sait, comme s'il savait du coup, où la protection s'arrête. Est-ce que c'est... Alors, c'est pas tout à fait ça dans le cas du chien de protection, en fait, parce que la barrière, en fait, c'est une barrière visuelle, en fait, qui coupe, en fait, son observation. C'est des chiens qui observent tout le temps, en fait, hein, 24 heures sur 24, ils regardent, ils observent de façon à pouvoir déclencher une action si c'est nécessaire, quoi. Et donc, l'intérêt de la chaîne, en fait, c'est que ça leur laisse une vision panoramique de ce qui se passe, quoi.
Donc, donc alors, le premier avantage, c'est que ça donne une limite aux chiens chez les gens qui n'ont pas vraiment d'autorité sur leur chien. Donc, ça permet de recadrer les chiens quand c'est nécessaire. S'ils sont débordés, ils les mettent à la chaîne. S'il a été bien éduqué tout petit à respecter la chaîne, il va se calmer tout seul. Et voilà, on le laisse tranquille. Le deuxième avantage, c'est quand on fait rentrer des personnes inconnues, soit des amis, soit par exemple, des gens qui viennent faire des travaux dans la maison, où le chien va forcément se mettre en mode protection parce que c'est des inconnus, donc il va protéger. Et donc, dans ce cas-là, le fait de le mettre à la chaîne, ça met carrément le bouton off en route. Ça dit, c'est bon, moi, je m'occupe de ces personnes qui arrivent dans la maison. Toi, tu vas te reposer là, dans ton coin. Donc, forcément, il faut que ça soit un peu éloigné. C'est plutôt cette idée-là que je vous disais tout à l'heure quand je parlais comme si la protection s'arrête. Oui. Cette impression alors, moi, je ne vais pas forcément préconiser la chaîne parce que parfois, j'ai des personnes qui ont des chiens comme ça en appartement. Donc, je ne peux pas utiliser la chaîne. Donc, le fait de scinder, de poser des infrastructures dans l'appartement qui permettent de mettre à distance, mais en même temps de poser une barrière, une clôture, c'était comme si, alors avec un protocole d'adoubement en amont, hein, on en parlera, je vais vous laisser en parler après, mais cette impression que le chien accepte ce off, ce stop, c'est tout. Il y a une barrière alors je disais tout à l'heure, peut-être l'impression que la protection s'arrête à ce moment-là, le travail s'arrête, ou est-ce que c'est cette clôture qui va marquer une rassurance? Et vous dites, vous, que c'est plutôt du off. C'est du off. Alors, on parle de l'appartement, donc jamais le chien de protection d'appartement, jamais le chien de protection en lotissement. Ça fait 20 ans que je le dis, quoi. Mais malheureusement, c'est pas tellement entendu, quoi. Mais voilà. Donc, pour moi, la question se pose pas, puisque vraiment. Oui. Nous, comportementalistes, avons affaire à des cas de figure absolument ubuesques. Mais voilà, donc nous devons composer. Oui, bien sûr. Avec les moyens environnementaux que nous avons. Et je travaille principalement sur la gestion environnementale, donc ça demande un petit peu d'imagination parfois. Mais alors voilà, depuis des années, donc je disais, j'instaure des protocoles d'adoubement. Lorsqu'à l'étude, je vais avoir un chien agressif envers les invités, des personnes qui parfois ne peuvent plus recevoir chez elles tellement le chien monte en agressivité parce que il le vit comme une intrusion extrêmement dangereuse. Voilà. Et pas forcément le chien de protection de race, hein, mais là, dernièrement, j'ai eu ça avec un berger allemand, j'ai eu avec un AS, avec un Sharpei, avec vraiment des patrons moteurs de contrôle et de protection très installés et propres, hein, quelque chose qui n'est pas toqué ni stéréotypé, avec un patron moteur avec lequel on peut travailler. Alors, lorsque c'est comme ça, je conseille aux personnes de sortir avec le chien et de accueillir les invités avec le chien à l'extérieur, à plusieurs 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Alors, expliquez, est-ce que ça fait sens pour vous? Parce que vous m'en avez parlé lorsque vous m'avez contacté. Ça fait, à quoi ça, qu'est-ce que ça rejoint? Pourquoi ça marche, en gros? Ça marche, c'est bien sûr que ça marche en fait, parce que ça correspond complètement au fonctionnement de la chaîne de protection, quoi. Par exemple, quand les gens viennent chez moi, les personnes étrangères, que je les fais rentrer dans la parcelle où il y a mon troupeau, la bergerie, et il y a 10 chiens de protection, si c'est moi qui les fais rentrer, ils rentrent avec moi, je leur dis, vous rentrez, vous faites 1 mètre, vous posez là, vous ne bougez plus. Donc les 10 chiens vont venir, ils vont enfiler leur museau entre vos cuisses ou dans votre derrière, vous dites rien, vous les laissez faire, ça dure 5 minutes, les chiens ils scannent en fait les étrangers, après ils repartent, parce que je suis là. Si les mêmes personnes reviennent un quart d'heure plus tard sans que je sois là, ils vont faire complètement barrage, hein. Ils vont se mettre tous en ligne, ils vont tous aboyer en disant toi tu rentres pas. Donc voilà, donc c'est vraiment l'attitude du maître qui est très importante, du gardien, pour faire accepter l'inconnu au chien de protection. Donc, votre protocole d'adoubement, il est tout à fait dans ce cadre-là. Donc, forcément que ça marche pas. Oui, ça marche. Les particuliers sont souvent très étonnés de voir à quel point ça marche. Et dès la preuve qu'il y a une incompréhension du patron moteur et parfois, en parallèle d'autres choses, on va régler. Il n'y a pas de solution, c'est une gestion. C'est un problème qui va permettre de vivre à peu près correctement. Le patron moteur, il est là, on ne le fera pas disparaître. Alors, vous m'avez parlé, vous m'avez donné un conseil aussi, ce sont les patrouilles.
Oui. Alors, juste, je reviens sur un petit truc, c'est que le chien de protection, tout le monde dit qu'il est autonome, qu'il est décisionnaire. J'entends ça sur les réseaux, blablabla. Oui, c'est Euh, vrai. Alors, oui. c'est un chien qui est auxiliaire de l'humain, en fait. Donc, c'est l'humain qui dirige, en fait, l'action du chien. Bien que le chien soit complètement autonome et soit capable de prendre des décisions tout seul, en fait. Par exemple, quand les bergers sont attaqués par les loups, les bons bergers, en fait, ils sont avec leurs chiens. Oui, La nuit, avec les lampes torches, les chiens bien ils aboient, sûr. les bergers sont là en train de crier, ils sont avec leurs chiens, en fait. Mais en Donc, fait, on a une extrapolation. On a tellement entendu les chiens décisionnaires, les chiens non oui, oui. décisionnaires qu'on va tout de suite dans les extrêmes. Mais alors, d'un seul coup, les chiens de protection sont des chiens qui travaillent seuls, mais jamais. Non, ils travaillent sous la supervision d'un humain, quoi. Et donc, dans votre protocole d'adoubement, c'est bien l'humain, en fait, qui va présenter les inconnus aux chiens et qui va les faire accepter, en fait. Donc, voilà, c'est vraiment, c'est un binôme, et c'est pour ça que la première chose à établir pour les chiens de compagnie, en fait, c'est cette relation de confiance et de sécurité qu'on doit donner aux chiots, en fait. Moi, je dis, il faut jamais refuser de donner de la sécurité aux chiots qui en demandent. Après, le placer des chiots à 2 mois, pour moi, c'est catastrophique, hein. Moi, chez moi, il reste au moins jusqu'à 3 mois avec leur mère, leur père et la meute. Mais bien Euh, sûr, oui. à 2 mois, émotionnellement, ils sont pas du tout prêts, quoi. Et voilà, ça complique énormément les choses pour la suite. Ouais. Alors, vous disiez, vous parliez des patrouilles aussi. Oui. Alors ça, c'est un petit conseil que je vais garder parce que, Et expliquez-nous ce que c'est. alors donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, les chiens de protection qui travaillent en meute, ils protègent un territoire. Et donc, il y en a qui sont dans le troupeau, il y en a qui sont tout autour du troupeau, en fait. Et la nuit, par exemple, mes chiens, toute la nuit, en fait, ils font le tour des clôtures pour surveiller qu'est-ce qui peut approcher. Donc, on voit très bien, il y a la trace, en fait, il y a un chemin. Ils tournent tellement souvent qu'il y a un chemin. Et il faut savoir qu'un chien de protection, il peut faire 20 km par nuit, toutes les nuits, quoi. Parce que, voilà, il patrouille. Et donc, on voit très bien chez même les particuliers qui mettent des GPS à leurs chiens, qui s'échappent de la clôture, on va en parler. Quand on regarde le tracé du GPS, le GPS, il fait tout le tour de la maison, Mhm. tout le tour Oui. du territoire. Et donc, quand on part chien de compagnie et promenade, on a des gens qui partent d'un point A à un point B et qui reviennent du point B à un point A. C'est très, très linéaire. Oui. Pour Et un chien de ça va protection, pas. ça ne convient pas du tout parce que le chien de protection, il a besoin qu'on lui montre en fait tout le territoire qui est autour de la maison, quoi. Et ça, en fait, ça lui permet de marquer le territoire. Il va marquer, il va faire pipi, il va faire caca. Et puis, il va regarder, quoi. Il va regarder, il va vérifier qu'il n'y a pas un danger qui approche. Et ça, pour lui, c'est un besoin vraiment intrinsèque de vérifier qu'il n'y a pas un danger qui approche. Et il y a une observation qu'on m'a fait remarquer il y a à peu près une vingtaine d'années aussi, c'est que je prenais des photos de mes chiens. À l'époque, malheureusement, il n'y avait pas de vidéo. Et un jour, quelqu'un me dit, mais t'as vu sur ta vidéo, ta meute de chiens, ils sont tous couchés sous un arbre, ils surveillent les brebis. Et il y en a un il regarde tous ces 4 points cardinaux, en fait. Ils sont mis en étoile, en fait. Donc, il n'y a rien qui peut approcher sans être détecté par un chien. Donc, ils ont besoin d'avoir une vue panoramique de ce qui se passe autour de chez eux. Ce qui explique aussi pourquoi, en fait, ils aiment bien être en hauteur pour surveiller, en fait, tout le panorama. Et donc, promener un chien de protection, jamais en linéaire, mais toujours en circulaire. Toujours en patrouille, toujours autour du domicile Oui, et toujours attaché. oui, En toujours. longe ou en laisse plus courte, mais pas en liberté. Non, pas en liberté, parce que si le chien détecte pour lui un danger, en fait, il répondra pas du tout au rappel, en fait, On va y parce que aller. pour lui, son rôle premier, c'est de protéger son gardien. Et donc, il va partir. Et donc, dans le monde moderne, avec les routes, avec les chemins de fer et compagnie, c'est excessivement dangereux parce que justement, il peut partir assez loin pour patrouiller autour et traverser des routes, voilà, faire peur à des gens. Ouais. Et donc, voilà, je dis jamais de chien de protection en liberté à l'extérieur, mais toujours en longe pour garder le contrôle sur lui pour sa sécurité, quoi. Alors, autre conseil donné dans la vidéoconférence, c'est partant du principe que le chien de protection est un chien de protection des êtres vivants, on peut parfois conseiller d'avoir quelques animaux chez soi. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce conseil et puis quelles sont les limites données à ce conseil? Alors, je pense que c'est un très bon conseil, en fait, parce que le chien va créer un lien avec des poules, avec des lapins, avec des chats, avec d'autres chiens. Alors, ce qui est important aussi quand je place un chiot dans une maison, c'est qu'il y a au moins un autre chien qui soit présent, quoi. Parce que le chien de protection, c'est un chien de meute, il n'est pas fait pour rester tout seul, quoi. Et parce que lorsqu'il est tout seul, en fait, il va surveiller 24 heures sur 24, il va complètement s'épuiser nerveusement, quoi. Et si en plus il est dans un cadre qui n'est pas adapté, c'est là qu'on va avoir des accidents parce que le chien il va péter les plombs, quoi, simplement, quoi. Il va être usé nerveusement, quoi. Mais alors, ces animaux devraient, dans l'idéal, être là lorsque le chiot arrive dans le foyer. Lorsqu'on Absolument. nous appelle alors que le chien a 12 mois et qu'il est déjà monté en agressivité,
là, ce conseil de lui donner des animaux à surveiller, est-ce que c'est un bon conseil? Est-ce que ça peut… Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut se faire sous contrôle, en fait. Donc, l'idéal, c'est d'avoir on prend un chiot, voilà, on a des poules, on a des canards ou des oies, peu importe, en fait. Et donc, il faut savoir que moi, je dis, quand un chien de moins de 2 ans, un chien de protection de moins de 2 ans fait une bêtise, c'est vous qui êtes responsable de l'avoir mis en situation de faire la bêtise, quoi. Donc, les jeunes chiens sont très joueurs, comme tous les bébés, en fait. Et donc, ils vont jouer avec tout ce qui est petit, en fait. Voilà. Ce qui est petit, qui court, ils vont pouvoir courir derrière. Donc, voilà, ils vont faire des poursuites, quoi. Et donc, il faut les habituer à respecter les petits animaux. Donc, les mettre en présence de petits animaux, les faire arrêter lorsqu'ils jouent un peu trop fort avec ou lorsqu'ils commencent à courir derrière. Et lorsqu'on n'est pas présent, mettre les petits animaux en sécurité. Donc, qu'il y ait une barrière entre les chiens et les petits animaux, mais qui se voient, qui vivent ensemble, mais protéger les uns des autres, quoi. Et donc, ce n'est qu'à partir de l'âge de 2 ans, quand le chien commence à avoir une certaine maturité, qu'il va être capable de rester avec des petits animaux sans vouloir jouer avec ou courir derrière pour jouer, quoi. Et donc, Voilà, si le chien est plus âgé, en fait, eh bien, il va falloir faire ça beaucoup plus lentement. De manière encadrée, à surveiller, bien sûr. Voilà, le mettre en présence 5 minutes par jour avec des poules et être là avec lui et l'enlever et le remettre, et ainsi de suite. Parce que là, il y a quand même une précision à donner, c'est que dans la sélection génétique du chien de protection, ce qui n'est pas du tout sélectionné, et oui, c'est une évidence finalement, c'est la prédation. Oui, absolument. Oui, elle est vraiment même, elle a été éliminée, quoi. Elle est totalement éliminée de la séquence. Le chien de protection n'est pas prédateur. Oui, il n'est pas prédateur. Sauf que quand il a moins de 2 ans, il est joueur. Voilà. Et il peut jouer avec des petits animaux, en fait. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle les chiots, moi, sont élevés avec des poules, des canards, avec des chats. Et tout petit, je leur apprends à respecter les animaux, quoi. Alors, je ne donne aucun ordre à mes chiens, absolument aucun ordre, mais je grogne sur les petits quand ils font un truc qui ne va pas. Et tout de suite, ils ont appris avec les adultes qu'il ne faut pas le faire. Dans ma dernière partie, il y a 2 chiots qui ont pris des coups dedans parce qu'ils ont fait un truc qu'il ne fallait pas, quoi. Et donc, ils sont allés trop loin, ils ont pris un petit coup dedans. Pas grand-chose, mais quand même, voilà. Maintenant, je grogne, ils arrêtent tout de suite, quoi. Voilà. Et je dis aux gens, arrêtez de dire non, 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 non. J'entends les gens au téléphone quand ils m'appellent. Ils sont non, non, non. Le chien, il n'en a rien à faire, quoi. Oui. Si on grogne et que le chien a été vraiment éduqué correctement dans ses premières semaines, il va répondre immédiatement au grognement, il va s'arrêter. Oui, le grognement et puis tout ce qui relève du langage non verbal. Oui. Le langage du corps, oui. Le regard. Moi, j'aime beaucoup communiquer avec les chiens par le regard quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, avec un comportement qui je ne me fatigue pas. Un simple regard peut suffire et lorsque ça ne suffit pas, il suffit en effet de ce regard plus un petit grognement. Oui. Et ils comprennent très bien, puisqu'on parle leur langage. Voilà. Absolument. Puis ils détectent, nos mimiques faciales, il y a certains jours où je suis mal luné, quoi. Quand j'arrive le matin, rien qu'à ma tête, tout le monde s'en va. Oui. Oui, mais je pense que toutes ces personnes qui sont dans le langage non verbal et qui sont très proches de la communication avec le chien, parce qu'ils communiquent comme eux, vont le dire, ça aussi, que de toute façon, il suffit que je sois contrariée, ils le voient sur mon visage et voilà. Mais c'est pour dire l'importance de cette communication qui est bien plus efficace, bien plus douce que tous les mots qui peuvent être employés. Oui, c'est pour ça que j'ai arrêté de donner des ordres, en fait. Alors, dans mes protocoles, je parle de quelques ordres, mais c'est plutôt pour rassurer, en fait, les débutants qui ont des chiens de protection qu'autre chose, en fait. Parce qu'il n'y a pas besoin, en fait. Il n'y a pas besoin. Alors, on va parler de la clôture aussi, parce que… Alors, avant de parler de la clôture, dans les choses qui sont importantes à respecter, c'est que, naturellement, les chiens de protection, ils aboient au coucher du soleil. Quand l'obscurité arrive, ils aboient pour signaler simplement leur présence aux prédateurs, quoi. Et je dis aux particuliers, laissez-les aboyer à la tombée de la nuit, laissez-les aboyer. Alors, ça va durer 10 minutes, peut-être un quart d'heure, peut-être 5 minutes. Mais il faut absolument les laisser aboyer pour qu'ils aient le sentiment d'avoir fait leur rôle, effectué leur rôle, en fait. C'est là le problème, c'est lorsque les gens prennent un chien de protection en résidence, en lotissement. Oui, ça n'est pas possible. Tous les soirs, un quart d'heure d'aboiement. Bon, au bout d'une semaine, on a les plaintes de tous les voisins et d'un autre côté, il faut les comprendre. Oui.
Voilà pourquoi ces chiens n'ont rien à faire en lotissement, en résidence, rien à faire dans des habitations où il y a d'autres humains. Et avec le passage incessant aussi, des enfants qui font du vélo, des enfants qui courent, des humains qui passent, des voitures, ça les rend fous. Oui, oui, absolument. Et alors, autre chose aussi enfin, que les gens ne réalisent pas très bien, mais c'est que, alors, pour pas qu'ils aboient, on les met dans la maison, quoi. En hiver, dans des maisons surchauffées. Donc, c'est des chiens qui sont faits pour résister au froid. Ils sont pas bien, en fait. Donc, bon, à l'idéal, on peut les mettre dans une cabane de jardin qui soit fermée de façon à éviter qu'ils aient ces aboiements de mise en garde quand il y a des bruits étrangers. Mais il faut être relativement isolé quand même, hein. Donc, pour ça, clairement, pas de lotissement et encore moins d'appartement. Et ce que disent souvent, j'ai la remarque, oui, non, mais moi j'ai un jardin et tout, mais le chien, il est bien sur le canapé. Alors là, il y a deux choses à noter. Il est bien sur le canapé parce qu'en fait, sur le canapé, il est en hauteur. Même si c'est pas une grande hauteur, il est quand même en Oui, les hauteur chiens de sur le protection canapé. adorent surveiller en hauteur, hein. Il cherche à se monter en hauteur, quoi. Donc il est sur le canapé parce qu'il est en haut, quoi. Et la deuxième chose, je sais plus ce que je voulais dire. C'est qu'il est là bien aussi dans sa famille. C'est qu'en fait, les chiens de protection, ils restent à côté des animaux qui les protègent. Et donc, si la famille est dans la maison, eh bien, le chien, il va se forcer à rester dans la maison parce que c'est là que sont les êtres qu'il a à protéger. Alors que c'est vraiment contraire à son besoin, je veux dire, d'espace. Il va faire passer les besoins et la protection de ceux qui l'aiment avant son bien-être. Oui, oui, et ça, c'est pas terrible. Et ça, c'est pas terrible, mais c'est pour ça que parfois, on va prendre des décisions et qui peuvent, encore une fois, nous faire passer pour des brutors. C'est pas gentil, oui, mais il en va du bien-être du chien. Et là, ce qu'il fait, c'est à l'encontre de son bien-être parce que sa génétique le pousse à être là où est sa famille, mais sa famille, là, elle est enfermée. Et lui, si on le laisse enfermer dans une maison, il va devenir fou. Et au bout d'un moment, parce que c'est surchauffé, il n'y a pas assez de place. Et voilà. On a quand même parfois beaucoup de mal à faire comprendre tout ça, parce que très vite, on nous parle de maltraitance, on va nous dire que… alors que non, c'est vraiment méconnaître la nature profonde du chien de protection. Absolument, absolument. À quel point il peut se sacrifier sur l'autel de la protection. Oui. Absolument. Et c'est très compliqué parce qu'il y a toujours alors, je trouve que les réseaux sociaux sont vraiment épouvantables sur ce point-là, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire, mais mon chien, il est en appartement, il est très heureux, quoi. Alors, ils confondent un chien qui est résigné à une vie qui ne lui va pas avec un chien heureux, quoi. Et un chien de protection, il ne peut pas être heureux en appartement, il ne peut pas être heureux dans un lotissement non plus, quoi. Non, mais la plupart dans ces cas-là, le chien est en dépression profonde, donc en inhibition totale, donc il ne va plus rien exprimer, il n'y a plus d'allant, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de manifestation des besoins, et là on pense que le chien est heureux, mais le chien est profondément triste. Oui, il est éteint. Il est éteint. Il est éteint. C'est pour ça, cette histoire que j'ai racontée au début, quand j'ai vu le regard du chien qui s'allumait, là j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était important, quoi. Oui. Alors… On parlait de la clôture. Oui, la clôture, alors on en a parlé, oui, tout à l'heure brièvement, mais alors elle fait souvent défaut et c'est pourtant un élément qui est déterminant et qui pose vraiment problème lorsqu'elle est défaillante. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que vous préconisez? Pourquoi cette clôture est si importante? Alors, la clôture, elle est importante parce qu'elle permet de maintenir le chien en sécurité. Elle lui donne une limite à son territoire. Alors, c'est sûr que si le territoire il fait 300 mètres carrés, c'est pas terrible, quoi. C'est pas assez, c'est clairement pas assez, quoi. Moi, je dirais qu'un chien de protection, pour qu'il soit à l'aise, il faut qu'il ait au moins 1 hectare, quoi, de façon à pouvoir patrouiller, justement, et vraiment faire son job, quoi. Dans les petits jardins dans 500 mètres carrés, ou les gens qui me disent, oh, j'ai un grand jardin de 1000 mètres carrés, c'est rien du tout pour un chien de protection. Minimum. Voilà. Donc, voilà. Après, les clôtures, c'est aussi une question d'éducation dans le tout jeune âge, hein. Moi, je fais en sorte que mes chiots considèrent que la clôture, quand ils sont tout petits, en fait, ça s'apprend les premières semaines, en fait. Pour moi, il faut qu'ils considèrent que la clôture est quelque chose d'absolument infranchissable. Et ça s'imprime dans leur cerveau et ça reste dans leur cerveau, quoi. Donc, moi, j'ai des clôtures qui font 1,30 m ou 1,50 m de hauteur, quoi. J'ai jamais un seul chien qui a sauté par-dessus, quoi. Alors non. Et ça se retrouve aussi, cette incroyable compétence, cette compréhension des limites chez les Malinois
chez les bergers allemands, donc moi je n'ai eu que des bergers allemands, donc je le sais, mais aussi chez certains bergers hollandais, à partir du moment où l'apprentissage de la limite est là, même la limite est invisible, même lorsqu'elle est invisible, le chien ne la franchit pas. Il peut même partir en courant, en aboyant et s'arrêter pile à la limite, alors qu'il n'y a rien qui l'en empêche. Oui, oui. Et là, souvent, ça impressionne énormément, mais c'est parce qu'il y a une génétique là de ça, parce que bon, le malinois, le berger allemand, sont des chiens de protection dévoyés, hein, qui ne sont plus, mais qui ont en eux quand même des patrons moteurs comme ça. Et c'est aussi pour ça qu'on arrive très facilement à leur faire comprendre dans une maison, par exemple, tu ne rentres pas dans la cuisine, alors qu'il n'y a pas de barrière. La cuisine, on ne peut pas. Et très vite, on ne va pas dans la cuisine. Et à l'extérieur, les portes sont grandes ouvertes et le chien ne franchit pas. Alors là, en l'occurrence, je parle de berger allemand, de Oui, oui, parce que voilà, si on parle de chien de protection, si on ouvre le portail, le il chien, va la franchir. il va le franchir pour aller patrouiller, quoi. Parce que tout le temps, ah, mes chiens fuguent. Non, ils fuguent pas, ils font leur travail, ils vont patrouiller, quoi. Donc, et d'où je reviens, l'intérêt de la chaîne. Quand on ouvre un portail et que, bon, voilà, on ne sait pas quoi faire du chien, et qu'on veut éviter qu'il se mette en insécurité en sortant, eh bien, on l'attache à la chaîne, le temps d'ouvrir le portail, de refermer, et on le libère ensuite, quoi. C'est un outil qui est extrêmement intéressant, en fait, et que les gens vraiment ont du mal à... Non, mais l'image de la chaîne Oui, est catastrophique. oui, oui, oui. Mais parce que pour les autres chiens, hors de question de laisser un chien à la tâche chez lui. Je suis la première à Ah être oui, oui. horrifiée lorsque je constate que des chiens sont attachés chez eux dans leur jardin pour des questions de confort. Bon, parce qu'on n'a pas clôturé, du coup le chien vit chez lui attaché. Mais là, dans ce contexte bien précis, il y a un sens, une raison et C'est vraiment un outil. C'est un outil c'est très un utile. outil. Ouais. Ou même quand les gens partent en vacances, quand ils se retrouvent dans des campings ou je sais pas, ou sur des aires de camping-car, attacher le chien à la chaîne, il est en sécurité, on sait où il est, quoi. Mais si on lâche un chien de protection sur un parking de camping-car, il va s'en aller, quoi. Oui, Il va aller patrouiller. Donc, parce qu'il va patrouiller, pardon, voilà, oui, exactement. oui, Et donc, c'est dangereux, puisque de toute façon, en France, en dehors du territoire où se trouve le troupeau, il est bien évident qu'on n'a pas le droit de laisser son chien aller et venir comme bon lui semble. C'est interdit. Alors, on a parlé de la clôture, on a parlé rapidement des malinois et bergers hollandais, de tous ces chiens qui peuvent avoir des patrons moteurs de protection, mais qui ne sont plus des chiens de protection. Donc, quand on vous écoute parler, quand on voit les critères que vous exigez, on se dit, mais personne ne peut prendre un chien de protection. c'est vrai, hein. Alors, aussi, moi, je le dis clairement, les chiens de protection ne sont pas des bons chiens de famille. Ne On sont est d'accord? pas des chiens de famille. Ils ne sont pas faits pour ça, quoi. Alors, sous certaines conditions, ils peuvent se révéler être de bons chiens de famille, mais c'est grosso modo, c'est des gens qui ont des petites fermes à la campagne, bien clôturées, avec quelques animaux. Et dans ce cas-là, le chien va s'épanouir complètement. Voilà. Et voilà. Souvent, je constate en effet qu'on est dans un milieu d'agriculture ou d'élevage avec d'autres animaux, de l'espace autour, des fermes isolées. Et là, je peux concevoir en effet que le chien de protection ne pose problème à personne, puisque le soir, s'il aboie, personne ne l'entendra. Et là, le chien est bien. Donc, moi, je vous posais cette question, qui est une question de style. Je sais très bien que c'est plutôt là que vous placez vos chiens, parce que de toute façon, en effet, lorsqu'on a écouté cette interview, on se dit mais personne ne vit comme ça, à part les éleveurs, les agriculteurs, et puis certaines personnes privilégiées qui ont un grand terrain avec beaucoup d'hectares, un parc fermé, avec du calme autour, et puis des animaux. Bon, voilà, c'était quand même pas le mode de vie du tout à chacun. Donc c'est ça aussi que je voulais montrer lorsque. Alors de toute façon, tout ce que vous dites, hein, je tiens à le préciser, tous les conseils que vous donnez peuvent être appliqués pour les chiens qui ne sont pas des chiens de protection, mais qui en ont les patrons moteurs. Parce que mon quotidien, ça n'est pas les chiens de protection. Ça m'arrive une fois dans l'année d'en avoir un, mais mon quotidien, ce sont des chiens qui ont des patrons moteurs de protection. Et là, pour le coup, ils sont très nombreux.
Et en fait, si on arrive à les apaiser et à gérer la situation, c'est parce que je comprends la protection, de quoi elle est faite, les patrons moteurs de protection. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on veut montrer aux particuliers, c'est que même si vous avez un malinois ou peu importe, parce que les patrons moteurs de protection peuvent vraiment se retrouver dans des races inattendues, vraiment. Et lorsque on nourrit le patron moteur par des patrouilles, par le protocole d'adoubement, par cette histoire de clôture, cette histoire de leadership aussi, cette relation de guidance qui est nécessaire, on peut du coup apaiser cette agressivité. Alors du coup, bon. Alors, j'ajouterais une chose, le drame du chien de protection, c'est qu'en fait, les gens prennent un chiot, quoi. Pendant à peu près 2 ans, 18 Oui, mois, 24 mois, ça va aller bien. Parce c'est que ça. Et après, en fait, c'est un bébé qui est un peu en admiration devant papa, maman et le professeur, quoi. Mais quand il arrive à 2 ans, qu'il commence à montrer qu'il est un chien de protection, ben c'est là que dans un environnement inadapté, ben les choses elles dégénèrent totalement et c'est là où on a des abandons. Mais là où c'est dramatique, c'est lorsque le chien se prend conscience de l'incompétence en face de lui. Oui, c'est terrible. Hein, et tous ces abandons, on voit, régulièrement, on les voit. Hein, ça arrive, le chien a 18 mois, il a 20 mois, il a 24 Oui, mois. en général, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. 15 mois, 16 mois, Ouais. et avec des chiens qui on nous contacte beaucoup trop tard. Ouais. On ne peut plus rien faire. Il y a déjà eu morsures multiples. Euh, bon, évidemment, lorsque l'environnement n'est pas du tout modifiable, vous parliez tout à l'heure d'un tout petit jardin avec un passage immédiat dans un lotissement, nous ne pouvons rien faire. Absolument, je suis bien d'accord. Oui. Rien n'est possible. Donc, soit c'est le replacement, et encore que personne ne reprend. Les bergers, on entend souvent. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous qui êtes vous-même berger? Qu'est-ce que vous entendez de ces gens qu'est-ce que vous en pensez de ces personnes qui disent, bah, il faut le replacer chez un berger, un chien de protection de 15 mois qui est monté en agressivité? C'est pas possible. C'est pas possible. Personne ne le Non, reprend. les bergers n'ont pas le temps de rééduquer des chiens. Il faut une meute qui soit équilibrée. Moi, et puis avec de l'expérience. Une meute familiale, en fait, dans laquelle il y a à peu près un tiers de chiens qui ont plus de 5 ans. Donc, c'est, on va dire, des chiens très expérimentés, qui ont de l'expérience. Un tiers de chiens qui ont entre 2 et 5 ans, qui sont expérimentés, mais qui apprennent encore. Et il y a les tout petits, entre 3 mois et 2 ans. Ceux-là, ils sont en plein apprentissage. Donc, ils ont le droit de faire des erreurs. Ils sont rattrapés un petit peu, corrigés par les autres si nécessaire. Mais la meute, elle est vraiment en équilibre. Et dedans, il y a des mâles, il y a des femelles. Tout le monde est entier. Il n'y a personne qui est castré ou stérilisé, quoi. Et cette meute qui fonctionne comme une grande famille, en fait. Ça se maintient, voilà, mais de toute façon. Elle est capable de prendre un individu complètement détraqué et de le réparer, en fait. Oui. Ça devrait être, dans toute société, ça devrait être le cas. Lorsque la société est fonctionnelle, et là on ne parle plus du chien, lorsqu'une société est fonctionnelle, elle devrait être capable d'absorber ce qui ne fonctionne pas et de le réparer. On voit bien qu'avec vos chiens, ça fonctionne parce que même s'il y a une hiérarchie, elle ne se voit pas. Et c'est là que je dis, lorsqu'il y a de la stabilité et dans une meute de chien de protection, c'est lorsque, comment on sait que la meute est fonctionnelle, c'est parce que on imagine toujours quand on parle de hiérarchie, de combat, de compétition, des choses qui sont brutales, mais je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus subtil que ça, qui ne se voit pas. Ça se voit pas et c'est un travail d'équipe entre le leader de la meute, moi en l'occurrence, et les chiens, quoi. C'est une espèce de danse en fait, qui est dans une subtilité que. C'est un système. Oui, c'est. Et alors, je vais préciser quand même ici, je pense que ça vaut le coup de préciser qu'ici, on parle vraiment de la meute de chiens de protection au travail. Oui. Et que ce qu'on vient de dire là n'est pas transposable chez les autres chiens, les autres races de chiens de famille qui ne travaillent pas. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment, je dis, le chien de protection est à part, vraiment. Très spécial, quoi. Ce qui est compliqué, c'est compliqué à expliquer aux gens qui ne veulent pas comprendre, en fait. Là, j'ai récemment lu encore un cas c'est un chien qui est né chez moi, en fait, qui a été abandonné par un berger, qui a été récupéré par une famille, qui ne veut absolument pas entendre que ça n'ira pas, quoi. On va l'aimer, tout ira bien, c'est ça le message que j'ai. Ah non, ben voilà, l'amour ne fera pas tout, ça c'est sûr. Ça n'ira pas, je sais déjà que ça n'ira pas, mais bon, les gens, ils veulent pas l'entendre. Hein. De toute façon, lorsque ça n'est pas possible, lorsque rien n'est entendable, lorsque
rien ne peut être mis en place, que l'environnement ne peut pas être modifié, malheureusement, l'issue, c'est Voilà. l'euthanasie. Et c'est un crève-cœur pour nous. Oui. On a à chaque fois un énorme sentiment d'échec, mais qui est plutôt lié, non pas à l'échec, mais à la frustration de ne rien pouvoir faire. C'est du gâchis, quoi. C'est du Du gâchis. gâchis, parce qu'on sait très bien qu'aucun berger ne voudra de ce chien, que rien n'est possible parce que l'environnement n'est pas modifiable, et qu'en plus, nous avons affaire à des personnes qui n'entendent pas, qui ne comprennent pas, qui analysent les choses de manière biaisée. Lorsqu'on va leur parler notamment de tout ce qu'on vient de dire, ils vont tout de suite aller chercher la maltraitance, alors que la Oui. maltraitance, elle est juste dans le fait de mettre un chien de protection dans un cadre de famille étouffant, sans place, sans espace, sans clôture, sans travail. Et ça, c'est vraiment, vraiment difficile dans ce métier. Je pense que mes consoeurs et confrères qui nous regarderont peut-être comprendront très bien de quoi je parle. C'est Oui, sentiment de frustration, dire, mais comment on peut me dire à moi que ce que je dis est maltraitant alors que c'est la vie de ce chien qui est maltraité. Et il y a vraiment une énorme désinformation sur les réseaux sociaux, quoi. Oui. Énorme désinformation où les gens vont chercher justement l'exemple qui confirme que eux ils ont raison, quoi. Voilà, oui, ça c'est Oui. on va toujours trouver ce qu'on cherche, hein, ça Donc, c'est sûr. voilà, mais ça finit toujours mal en fait. Voilà. Mais après ces gens-là ils disparaissent, on les voit plus, quoi. Mais ils abandonnent les chiens, quoi. Voilà. Mais voilà, ouais. C'est la raison de cette vidéoconférence sur les patrons moteurs. Alors même si évidemment cette vidéoconférence, je le répète, ne parle pas que du patron moteur de protection, mais des patrons moteurs les plus importants chez le chien domestique, la poursuite, la fixation, la capture. C'est intéressant, notamment quand vous donnez des exemples avec les border collies, qui sont Oui, aussi beaucoup des chiens qu'on retrouve beaucoup à la compagnie, alors que c'est vraiment un chien de conduite une tragédie professionnel. aussi, la tragédie du border collie, Oui. la tragédie du chien de protection, même si ces deux chiens n'ont rien à voir, absolument rien à voir entre eux, même si on se plaît beaucoup à les comparer. Genre, le border collie n'a rien à voir avec le patou. Ce sont deux génétiques, la prédation et la protection. Et puis au milieu, versus. Alors, on a le pire, c'est le croisement entre chien de protection et chien de conduite. Là, c'est une catastrophe aussi, quoi. C'est l'imprévisibilité Total. créée, totale, entre la prédation et la protection. C'est très dangereux. Alors voilà, d'où la vidéoconférence donc, sur les patrons moteurs et cet entretien avec vous, Mathieu Moriès, que vous avez accepté. Alors, je voulais terminer avec vos ouvrages. Hein. Je vais vous laisser présenter vos ouvrages parce que vous avez écrit des ouvrages sur l'éducation du chien de protection, des ouvrages qui devraient être un peu plus lus parce que je trouve qu'en France, on ne sait pas éduquer les chiens de protection. On a beaucoup de problèmes en France, beaucoup d'accidents, probablement liés au fait que les chiens de protection au travail sont mal éduqués. Oui, alors ils sont mal sélectionnés déjà, pour commencer, et ensuite ils sont mal éduqués. Donc c'est à peu près catastrophique. Et d'ailleurs, quand on regarde au niveau scientifique le bilan de la protection des troupeaux en France depuis 30 ans, puisque le loup est là depuis un peu plus de 30 ans maintenant, là on est attiré, quoi. C'est un échec total, en fait, un échec total. Et on va dire presque les petites morsures de l'été sur les randonneurs, quoi. C'est vraiment un épiphénomène, quoi. Ouais. Sur le fond, c'est catastrophique, quoi. C'est, voilà, on va dire pauvre chien, quoi. Et donc de mes 30 ans d'expérience de recherche, puisque je lis beaucoup, j'écris des articles, donc j'ai publié un premier ouvrage en 2016 sur les chiens de protection, que j'ai réédité en 2023, 7 ans plus tard, et qui fait 500 pages. J'ai essayé en fait dans cet ouvrage de montrer la palette un peu de ce que c'est qu'un chien de protection pour que les gens puissent comprendre. Alors il y a à la fois mes explications, et dedans il y a plein d'histoires, de petites histoires, de témoignages qui illustrent en fait le fonctionnement de ces chiens-là. Oui. J'en ai des frissons, ils sont merveilleux, quoi. Même au bout de 25 ans d'élevage, ils arrivent à me surprendre encore, quoi. Ils ont des capacités qui sont incroyables, quoi. C'est des chiens qui sont dévoués jusqu'à la mort, hein, quand ils travaillent, quoi. Et c'est d'autant plus pénible pour moi de les voir placés dans des conditions qui leur conviennent absolument pas, quoi, avec des gens qui ne les comprennent pas du tout, quoi. Alors, où peut-on trouver vos livres? Pardon. Alors oui, mes livres, on peut les commander sur mon site internet, hein, Hogan des Vents, alors Hogan, hein, le Hogan, c'est la maison traditionnelle des Indiens Navarros qui étaient des bergers. Donc Hogan des Vents, vous allez trouver mon site et il y a une rubrique vente avec mon livre, mon dernier livre. Et je mets également gratuitement à disposition mes protocoles d'éducation, bon, pour les chiens de travail, mais aussi pour les chiens de compagnie. Donc, je veux dire, j'essaye de faire des efforts pour qu'on comprenne, en fait, avant d'aller acheter un chiot de protection,
qu'on sache à quoi on va s'engager, quoi. Parce que là, c'est assez, je reconnais que c'est assez épouvantable, hein, les Oui, abandons, oui, c'est mais terrible. quand j'emploie le terme de tragédie, ce n'est pas du tout un euphémisme, hein. Ouais. Je pense vraiment que… Et donc, votre rapport sur les patrons moteurs, en fait, il permet en fait d'amener un point de vue scientifique bien construit qui peut permettre de comprendre en fait, voilà, ce qui se passe dans la tête du chien et pourquoi il agit comme ça et comment on peut satisfaire ce besoin de protection, quoi. Parce qu'on peut le satisfaire même pour un chien de compagnie. Voilà, on en a parlé. Oui, C'est bien tout à sûr, fait mais de toute façon, c'est comme ça qu'on arrive à les rééduquer, hein. C'est en comprenant que, évidemment, il n'y a pas que ça, le chien n'est pas qu'une somme de patrons moteurs, hein, mais il faut tenir compte de cette partie génétique, et puis après, il y a tout le reste. La subjectivité du chien, ses émotions, ses motivations personnelles, son vécu, mais à la base, on a quand même cette nécessité de comprendre la génétique qu'on a entre les mains et ses besoins. Voilà. Alors, bah, écoutez, Mathieu Moriez, je voulais vous remercier pour cet entretien. avec. On mettra vos livres, les liens pour que chacun puisse les trouver facilement. Et puis, bah, je vous dis à bientôt et encore merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci beaucoup, Audrey. Au plaisir.